Salam alaikum. Donc toujours avec la topologie algébrique. Donc la vidéo précédente, on a commencé à faire des rappels sur la topologie quotient et la topologie de réunion disjointe. Donc on a fait des exemples sur la topologie quotient, d'accord? Et comme j'ai dit, cette partie c'est juste un rappel parce que généralement la topologie quotient, il y a pas mal de cours de topologie générale qui omettent cette partie-là, d'accord? Donc je ne pas tous les cours, mais il y a pas mal de cours qui l'omettent tout simplement, malgré qu'elle soit très importante en fait, d'accord? Est très importante, surtout dans la topologie algébrique et même dans la géométrie différentielle. Donc, toutes les constructions par quotient en topologie, ils sont très, très utiles. D'accord? Donc, très bien. Donc, on a fait quelques exemples. Maintenant, je vais faire l'exemple principal pour lequel j'ai dû faire ce rappel. C'est ce qu'on appelle, comme j'ai dit, le bouquet de cercles, ou d'une façon générale, le bouquet d'un espace topologique, ou bien des espaces topologiques. Donc en gros, c'est quoi ça? C'est quoi ce bouquet? Donc comme j'ai dit, on a vu le cas d'avoir deux cercles, un bouquet de deux cercles. D'accord? Donc prendre deux cercles, par exemple, et les connecter. Donc du coup, les connecter revient à choisir un point du premier cercle, un point du deuxième cercle, et définir une relation d'équivalence pour pouvoir identifier ce point avec ce point-là. D'accord? Donc c'est comme si on fait tout simplement comme si on le connecte comme ça, d'accord? Comme si on colle les deux cercles pour avoir finalement un bouquet de deux cercles. Donc de la même façon, si on a plusieurs cercles ou plus généralement plusieurs espaces topologiques, on va essayer de faire la même construction, d'accord? Donc d'une façon générale, on a tout simplement une famille, par exemple, je vais considérer une famille qui est finie. Donc on va considérer x1, x2 jusqu'à xn, donc c'est une famille des espaces topologiques. Et ce qu'on va faire pour définir le bouquet, on va premièrement prendre l'union disjointe de ces n espaces. Donc on va dire le x qui est le x1, union disjointe x2, union disjointe machin, jusqu'à xn. D'accord? Donc on va définir bien sûr la topologie de réunion disjointe ou bien d'union disjointe. D'accord? Donc le x, il va être tout simplement muni de la topologie de réunion disjointe. Donc pour définir le bouquet, on va prendre le quotient de x, d'accord? Donc on va prendre un espace quotient de x divisé par la relation d'équivalence qu'on a définie sur le cercle. C'est-à-dire que on va prendre quel que soit i de 1 jusqu'à n, on choisit un point pi appartenant à xi, donc on va choisir p1 de x1, p2 de x2, etc. Et on va les considérer équivalents, c'est-à-dire qu'on va définir une relation d'équivalence sur le x, d'accord? Tout simplement, donc on va prendre par exemple, euh, je prends par exemple x, y de grand X, on dit que x équivaut y si seulement si, soit x est égal à y, ou x appartient tout simplement, euh, on va dire le xy. Le xy appartient au point P1, P2 jusqu'à Pn. Donc cette relation d'équivalence, ce qu'il dit tout simplement, il dit que on va identifier les points P1 avec P2 avec P3, etc. jusqu'à Pn. Et les autres points qui sont différents de P1 jusqu'à Pn, ils vont tout simplement être équivalents à eux-mêmes. D'accord? Donc leur classe d'équivalence, il sera tout simplement un singleton. D'accord? Donc on peut voir par exemple, si je définis le quotient de x par ce tilde, il sera tout simplement les classes d'équivalence, d'accord? P1, d'accord? Union, les classes d'équivalence des singletons x pour x qui appartient à x moins, bon, c'est une formulation qui est un peu plus compliquée, mais en gros c'est ça, d'accord? C'est-à-dire que pour tous les x qui sont différents de P1, de P2, etc., ils vont être tout simplement, leur classe d'équivalence va être tout simplement un simple singleton. Par contre, les classes on va dire, pour les points qui sont P1 ou soit P2, P3, bien sûr, ils sont dans la même classe qui est la classe P1. D'accord? Dans ce cas-là, la classe P1, il sera tout simplement P1, P2 jusqu'à Pn. Et géométriquement, bien visuellement, ça revient finalement à
identifier ces points et les coller. D'accord? Donc on va coller les espaces qui sont à la base disjoints parce que x1, x2, x3, ils sont tous disjoints dans cette réunion disjointe. Donc une fois on identifie leurs points, c'est comme si on connecte tous les objets, bien tous les espaces en même point, en quelque sorte. D'accord? Donc très bien, donc du coup si on veut faire ça pour le cas du cercle d'une façon particulière pour le cas de S1. Donc le cas de S1 c'est comme si on prend les xi est égal à S1, quel que soit i, par exemple de 1 jusqu'à n. Donc pas forcément fini, on peut faire un truc qui est dénombrable. Donc sous les espaces I100 et 100 S1 et on définit on va dire cet espace quotient, il est défini par S1. Donc on ajoute le symbole comme un petit v comme ça pour dire que ça c'est un bouquet. Ou bien une forme d'une somme d'espace topologique S1. Donc ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est que dans chaque S1, on va prendre un point. Donc là, on va prendre un point P1, là on prend un point P2, etc. jusqu'à un point Pn. Et les considérer bien sûr équivalents, c'est-à-dire les coller tout simplement. D'accord? Donc par exemple, si on a plusieurs cercles, donc ça, je peux dessiner par exemple des cercles correctement. Si on a par exemple plusieurs cercles, donc l'idée c'est quoi? C'est de prendre, par exemple, supposons ça c'est le premier S1, donc on va prendre un point P1, par exemple un point P2, un point P3, un point P4 par exemple, et tout simplement coller, on va dire, ces points-là, d'accord? Donc c'est comme si ça revient finalement à faire la chose suivante, de prendre par exemple ce cercle et coller avec ce P1-là. Donc comme j'ai dit, pour pouvoir tracer ça pour plusieurs cercles, on est obligé de faire un truc. Ça on peut le faire d'une façon comme ça, d'accord? Mais bien sûr, ils ne vont pas se superposer parce que l'idée finalement c'est, on peut bien sûr les dessiner sous forme, comme j'ai dit, de cercles qui sont sous forme d'une ellipse par exemple, ou un truc similaire à l'ellipse, c'est-à-dire que prendre ce point là, donc je peux commencer par le point, donc ce point il sera tout simplement le P1, P2, P3, P4, donc c'est la classe d'équivalence P1, P2, P3, P4 qui est tout simplement réduite à un seul point, et je dessine les cercles de cette façon, d'accord? Donc je peux les faire de cette manière comme ça je vais avoir une fleur, d'accord? Donc ça s'appelle même une fleur dans le cas de, je pense, rose pour la terminologie anglophone, d'accord? Donc en anglais on dit rose, ou bien on dit tout simplement un bouquet de cercles, tout simplement. Ça s'appelle, je pense, wedge sum. Ça c'est le terme en anglais, d'accord? Donc en gros c'est ça ce qu'on fait tout simplement, d'accord? C'est de coller ces objets avec un même point, tout simplement, prendre des PI, des points de chaque cercle ou bien de chaque espace topologique et les considérer tout simplement qu'ils soient équivalents. Donc c'est comme ça qu'on définit, comme j'ai dit, le bouquet de cercles. Alors parfois il y a des exemples où on définit le bouquet de cercles de cette manière. On dit qu'on prend le N, le R et on divise par Z. Alors là il faut faire attention avec cet espace-là parce qu'il peut être interprété de deux manières différentes. D'accord? Donc le premier cas, il est défini par la relation d'équivalence et de considérer tout simplement que les entiers ils sont équivalents. C'est-à-dire que je dis que x équivaut y si, si et seulement si x, y dans z tout simplement. C'est tout simplement ils sont deux entiers. Il y a une autre façon de définir ça, c'est de considérer le r divisé par z comme le r modulo z. Donc modulo, le modulo algébrique, d'accord? C'est-à-dire que on considère par exemple, on considère le groupe par exemple, le R+, d'accord, et prendre le Z en tant que sous-groupe normal de R, et considérer tout simplement le groupe quotient R divisé par Z. Dans ce cas-là, il va être défini par une relation qui est différente. C'est quoi? C'est qu'on dit que X équivaut Y si et seulement si leur différence appartient à Z. Ça c'est autre chose, d'accord? Alors je vais dessiner visuellement ces deux quotients, d'accord, par la première relation d'équivalence et par la deuxième relation, et je vais montrer qu'ils sont finalement différents, d'accord? Donc ils sont homéomorphes à deux objets qui sont différents. Donc si je considère le premier cas, donc on a tout simplement la droite R,
Ça, je peux dessiner la droite R. Donc la relation d'équivalence, elle dit que uniquement les entiers qui sont équivalents. D'accord? Donc si je prends par exemple, ça c'est le 0, ça c'est 1, ça c'est 2, etc. Moins 1, moins 2. Donc ça revient à identifier ces points en vert. Donc ces points en vert, finalement, ils vont être le même point. Donc ils vont être réduits en même point. Par contre, les points qui sont pas des entiers, tout simplement, d'accord? Qui sont, par exemple, des trucs entre 0 et 1 ou bien entre 1 et 2. Dans ce cas-là, ces points, ils sont équivalents à eux-mêmes, d'accord? Donc on ne va pas les identifier avec des points qui sont différents. Donc comment on va pouvoir imaginer réduire tous les entiers à un seul point. Donc si on focalise sur le 0, 1, d'accord, donc considérer le 0 et le 1 qui ils sont équivalents, finalement ça revient à les connecter. Donc là on a un objet, ou bien un truc similaire, ou bien homéomorphe au cercle, tout simplement. D'accord. Donc même chose, si je fais une autre couleur, si je fais le, par exemple le moins 1 ou bien avec le 0, il sera tout simplement un truc comme ça. D'accord. Le moins 1 avec le moins 2, il sera un cercle. Donc là, on peut imaginer que premièrement, ils vont être euh, entre deux entiers consécutifs. Là, je peux construire un cercle, tout simplement. Je peux déformer, dans le constant, je peux déformer l'intervalle 0,1 sous forme, sous forme d'un cercle. Donc, ça sera fait pour chaque intervalle, ce qui fait, je peux imaginer que dans l'espace quotient, il va être construit par plusieurs cercles, donc par une famille qui est dénombrable des cercles. Parce que là, on est dans Z, ce qui fait que je vais avoir une famille dénombrable des cercles. C'est comme si on a un truc comme ça, d'accord? Tout au long de l'axe R. Mais il y a autre chose qui est importante, c'est que, par exemple, supposons on a considéré juste entre moins 2 et 2, par exemple. Dans ce cas-là, je vais avoir un cercle, donc ça c'est moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Donc je vais avoir un cercle comme ça, un cercle comme ça, un cercle comme ça, un cercle comme ça. Mais il faut garder en tête que même ce point-là, il va être équivalent avec celui-là, parce que finalement, certes, le 0 c'est équivalent au point 1, mais également c'est équivalent au point 2. Donc finalement, tous les entiers, ils sont équivalents. Donc je dois coller ce point-là avec ce point-là, d'accord? Et coller les deux avec ce point-là. Et coller les trois avec ce point-là. Donc finalement, ça va revenir à construire une famille dénombrable des cercles, d'accord? Et les coller dans un seul point. Donc finalement, ça va revenir effectivement à construire un bouquet de cercles. Donc une façon qu'on peut imaginer, c'est que sur chaque intervalle i, par exemple, chaque intervalle i plus 1, premièrement, ça devient un cercle par l'identification avec i équivaut i plus 1, la première étape. Et pour chaque i différent de j, etc., pour chaque i j qui sont quelconques, qui ne sont pas forcément consécutifs, je dois coller tous ces points-là. D'accord? Donc là, on peut imaginer qu'on va avoir un cercle pour chaque i plus 1. Donc d'une façon générale, si je varie i dans le z, enfin, je vais avoir un nombre, bien une famille dénombrable des cercles, une infinité dénombrable des cercles, qui sont collés à un seul point. D'accord? Donc finalement, ça revient à choisir un point qui va contenir tout le z, donc c'est la classe d'équivalence des entiers, et tracer une infinité de cercles, tout simplement, qui est dénombrable bien sûr, et qui est connecté dans ce point-là. Et comme j'ai dit, ce point, il sera tout simplement la classe qui contient tout le z. Tout simplement, c'est la classe des entiers, on va dire. Je vais l'appeler z, on peut l'appeler la classe de n. D'accord? Donc là, c'est la première relation d'équivalence. Donc si je considère le R divisé par le Z, mais pas le modulo. C'est pas le modulo comme j'ai dit. C'est tout simplement, on prend le R et on divise par la relation d'équivalence qui dit que les entiers ils sont équivalents. D'accord? La deuxième relation, il dit quoi? Il dit le R modulo Z. C'est-à-dire, je considère, comme j'ai dit, deux points qui soient équivalents si leur différence est un entier. On va essayer d'imaginer visuellement qu'est-ce que ça va donner. Donc, si je retrace le R,
Donc toujours je fais le 0 là, 1, 2, machin, moins 1, moins 2, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On dit que chaque, on va dire deux réels, ils sont équivalents, c'est si tout simplement leur différence est un entier. Donc bien sûr, les entiers, ils vont faire partie de ces éléments, de ce point, parce que la différence entre deux entiers, c'est un entier. Donc les entiers, ils vont être identifiés, encore une fois. Donc, par la même façon, je vais avoir, on va dire, des cercles comme le cas que ce que j'ai dessiné. Donc, par exemple, là, je peux avoir le premier cercle, le deuxième cercle, troisième cercle, etc. Tout simplement, d'accord? Donc, avec ces points-là, par exemple, ce point-là, il va être la classe. euh, Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le 2 vers le... On peut pas, ça, je peux dire ça, c'est le 1 avec le 2. Par exemple, ça, c'est le 0 avec le... On peut dire le 0 avec le... Préférence, là, je dis 2 avec 3, c'est mieux. Là, c'est 0 avec 1, etc. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est que non seulement les entiers qui vont être également considérés équivalents, même les réels, les réels par exemple 1 demi avec 3 demi, d'accord? Par exemple 3 demi avec 5 demi, parce que leur différence, c'est un entier. Donc les points qui sont là, également, ils sont équivalents. Et les points qui sont là, là je peux dire que, ça on peut dire, bon ça va être presque, bon, ça va dépendre. On peut dire ça c'est 1 demi par exemple, ça c'est 0,1. Je peux dire ça c'est 1 demi, ça c'est 3 demi, ça c'est moins 1 demi par exemple. Donc, donc même ce point-là, bien sûr, ils vont être également équivalents. Donc on doit les coller tout simplement. Et pas uniquement donc chaque point du cercle. Donc par exemple, si je prends un point du cercle, d'accord, ces points-là, ils vont être équivalents. Donc ces points-là, ils vont être équivalents. Parce que tous ces points-là, on va voir que leur différence, bien sûr, c'est quoi? C'est un entier. La différence entre ces deux points, c'est un entier. C'est-à-dire que les cercles, ils vont être tout simplement le même cercle. C'est comme si on a... Parce qu'on doit coller ce cercle-là sur tous les points. C'est-à-dire, donc, si je veux coller le cercle avec celui à gauche dans tous les points, ça revient finalement à les superposer. Donc, finalement, ça va être homéomorphe, finalement, à... Ça va être homéomorphe au cercle. Ou bien l'homéomorphisme, c'est pas difficile de le construire, ça va finalement revenir à faire ce qu'on a fait dans le cas de revêtement, c'est-à-dire de prendre l'exponentielle de pi iz, ou bien le cos de pi, l'exponentielle de pi x, ou bien prendre le cos de pi x sin de pi x, et voir bien sûr que le r qui est divisé par z, donc le quotient, dans ce cas-là, le r modulo z, il va être effectivement homéomorphe à, euh, à ce, au cercle, d'accord? Donc au cercle S. Donc on peut voir que les deux cas, ils sont différents. Donc le premier cas, de prendre R et considérer la relation qui identifie les entiers, ça donne un truc qui est homéomorphe, un bouquet de cercles. Par contre, considérer tous les points dont la différence est un entier, les considérer équivalents, ça donne tout simplement pas un bouquet de cercles, mais un seul cercle. Donc ça diffère, tout simple. D'accord? Donc, c'est juste un exemple pour. Donc, il faut garder en tête ces constructions. D'accord? Donc, on va le revoir par la suite. Donc, soit prendre le S1, construire le bouquet de cette façon, comme on l'a fait, c'est-à-dire avec la combinaison de topologie de réunion disjointe avec la topologie quotient, soit tout simplement, je peux prendre, comme j'ai dit, le R et le diviser par Z, c'est-à-dire diviser par la relation qui identifie les entiers, et bien sûr, construire un bouquet de cercles. D'accord? Donc j'espère que les exemples, pour les gens bien sûr qui ne sont pas familiers avec le quotient, j'espère que au moins ils ont maintenant une idée qu'est-ce que c'est que d'avoir un espace ou bien une topologie quotient. Alors là, comme je l'ai dit, malheureusement, c'est que la topologie quotient, malgré qu'elle soit très utile, etc., mais contrairement aux autres topologies, par exemple la topologie induite ou bien la topologie produit ou même la topologie d'union disjointe, là, les propriétés qui nous intéressent dans les variétés, donc notamment la séparation et la dénombrabilité de la base, ils ne passent pas directement, ou bien ils ne sont pas hérités directement dans la topologie quotient.
D'accord? Donc, par exemple, si on a le x qui est, par exemple, à base dénombrable, si je considère le quotient, par exemple, divisé par une relation d'équivalence, c'est pas forcément dénombrable. Pas forcément à base dénombrable. D'accord? Donc ça c'est pas bien, tout simplement. Donc ça fait un travail de plus. Mais on a quand même si on ajoute des conditions sur le quotient, tout simplement, d'accord, des conditions, je peux bien sûr avoir la dénombrabilité de la base. Donc notamment, on a un résultat qui est très, très intéressant qui dit que, donc supposons qu'on a le x, c'est un espace topologique à base dénombrable, et je considère par exemple le y est un espace quotient de x. Donc, comme j'ai dit, on ne peut pas conclure directement que y est à base dénombrable, mais si y est localement euclidienne, donc s'il est localement euclidienne, alors y est à base dénombrable. Donc là, on peut voir que la dénombrabilité de la base de l'espace original avec le fait que y soit localement euclidienne, ça nous donne, ça pourra conclure que le y effectivement est à base dénombrable. Et ça, c'est bien parce que généralement, quand on s'intéresse aux variétés topologiques, ils sont localement euclidiens. Donc, d'une façon générale, on ne s'intéresse pas à des choses qui ne sont pas localement euclidiennes. Donc, ça, c'est bien. Donc, on est bien sûr dans une variété qui est automatiquement localement euclidienne. Et le x, l'espace original, il était également à base dénombrable. Donc, c'est bon. D'accord? Donc, on va avoir la dénombrabilité de la base. Donc, la démonstration, c'est pas difficile, tout simplement. D'accord? Donc, puisque le y, c'est un quotient de x, donc ceci implique qu'il existe une application Q, généralement c'est l'application du quotient, qui va de x vers le y, bien sûr qui est surjective, par définition de l'application du quotient, donc qui est bien sûr surjective, et du fait que y est localement euclidienne, ceci implique quoi? Ça va impliquer que, bien sûr, chaque petit y de y, il existe un voisinage, donc un ouvert de y qui contient petit y, tel que y elle est homéomorphe à un ouvert V dans Rn. Supposons c'est l'espace euclidien Rn. D'accord? Donc bien sûr, puisqu'on a un tel truc, je peux conclure la chose suivante, c'est que ce y, il va être tout simplement être couvert par ces ouverts, tout simplement, bien ce qu'on appelle les boules de coordonnées, ou bien les ouverts des cartes. D'accord? Donc c'est l'union de uy pour y dans y. Donc là, je peux conclure que si j'appelle ça la famille grand U, qui contient ces uy pour chaque y de y, ça c'est un recouvrement ouvert bien sûr de y. Donc ça c'est bien. D'accord? Ça c'est un recouvrement de y. Alors je peux passer par le Q-1 pour construire un recouvrement de x. D'accord? Donc maintenant, si ça c'est un recouvrement de y, je peux passer par le Q-1 pour retrouver un recouvrement de x. Donc, je suis obligé de revenir à x parce que c'est x qui est dénombrable. Donc pour pouvoir utiliser la dénombrabilité de x, la dénombrabilité de la base de x, je dois revenir à l'espace x. Donc si j'appelle par exemple une autre famille, je l'appelle A, qui contient les inverses de u, donc de uy. C'est-à-dire pour chaque uy, on prend le pré-image, le Q-1 de y avec y de y. Ça, c'est un recouvrement ouvert de x. Ça, c'est logique, d'accord? Premièrement, le x, il va être contenu dans cette union, tout simplement. Donc, il va être égal à l'union de ça. Et ces ensembles, ils sont ouverts. Pourquoi le Q-1 de y c'est ouvert? Pour la simple raison que c'est ça la topologie quotient. Donc, la topologie quotient, il dit que les ouverts dans l'espace quotient, ils sont définis comme ouverts si, ou bien ils sont considérés des ouverts si leur pré-image est ouvert dans l'espace original. Donc là, on va utiliser la dénombrabilité de la base, d'accord? Donc là, je vais dire que puisque x est à base dénombrable, qu'est-ce que ceci implique? Ceci implique que, ça, on l'a déjà, je pense, démontré dans le cours de la topologie, mais c'est pas difficile, vous pouvez le déduire très, très, très facilement. C'est que puisque le x est à base dénombrable, chaque recouvrement de i et de a, de x, il va admettre un sous-recouvrement qui est dénombrable, d'accord?
Donc on peut le voir comme c'est le cas de la compacité. Quand on a la compacité, on dit que un espace est compact si n'importe quel recouvrement ouvert admet un sous-recouvrement fini. D'accord? Dans le cas de la dénombrabilité de la base, si on a un espace qui est à base dénombrable, dans ce cas-là, on dit que chaque recouvrement ouvert de l'espace admet un sous-recouvrement qui est dénombrable. Donc, comme je dis, c'est pas difficile. Vous pouvez construire la base très très facilement. D'accord? À partir de ce recouvrement. Donc, puisque le X est à base dénombrable, la famille A, bien le recouvrement A, admet un sous-recouvrement qui est tout simplement dénombrable. Que je vais l'appeler par exemple A'. Donc ce A', bien sûr, il va induire un U' qui est dans U. Donc là, je vais dire que si le U', il est défini par les ouverts de U, d'accord, tel que la condition c'est que leur préimage, donc U-1 de UY, appartient à A'. Donc bien sûr, U', il va être tout simplement un recouvrement dénombrable. Donc ça, c'est un recouvrement dénombrable de Y. Mais est-ce que ceci suffit pour dire finalement qu'elle est à base dénombrable? Bien sûr, c'est pas vrai, d'accord? Pourquoi? Parce que maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Y, il peut être défini par union des familles des ouverts UY avec UY qui est cette fois-ci dans U'. Mais ça, c'est pas suffisant. Parce que on va dire, ces ouverts, ils ne sont pas forcément des éléments de base, d'accord? Donc pas forcément des éléments dans la base. Moi, j'ai besoin d'avoir une base qui est dénombrable. Donc c'est pas des ouverts qui sont dénombrables, mais la base qui est dénombrable. Mais là, il faut garder que chaque UY à la base est homéomorphe avec un ouvert de Rn. Donc avec un ouvert de Rn ou bien une boule de Rn. Donc là, on sait très bien que les ouverts de Rn, ils sont à base dénombrable. Donc si je considère l'ouvert V en tant qu'espace, donc s'il hérite la topologie euclidienne par topologie induite sur le V, elle est bien sûr à base dénombrable, parce que le Rn est à base dénombrable. Ce qui fait, puisque chaque V considéré comme espace est à base dénombrable, par homéomorphisme, chaque Y est à base dénombrable, tout simplement. Et le fait d'avoir Y, union des espaces qui sont à base dénombrable, bien sûr, union dénombrable des espaces qui sont à base dénombrable, bien sûr, si je prends l'union de toutes les bases, donc pour chaque Y, supposons chaque Y, elle est engendrée par une BY par exemple, par une base BY, dans ce cas-là, la base B qui sera l'union de tous les BY, donc ça c'est une famille en fait, ça c'est pas un, on va dire en calligraphique c'est mieux. Donc si je prends le B étant l'union de toutes les familles des bases BY, Y dans Y ou bien plutôt on peut faire comme ça. Dans ce cas-là, ça va construire une base qui est bien sûr dénombrable de Y. Tout simple. D'accord? Donc j'espère que le truc soit clair, la démonstration soit claire. Donc finalement, la dénombrabilité de la base de X, ça nous donne une famille d'ouverts qui est dénombrable et qui couvre le Y, d'accord? Donc c'est le U'. Et le fait que Y soit localement euclidienne, ça nous donne que chaque UY finalement, même chaque UY, elle est à base dénombrable. Donc chaque élément de la famille U' est à base dénombrable. Et bien sûr, l'union des dénombrables, des bases qui sont dénombrables, c'est une base premièrement qui est dénombrable. Premièrement, il est dénombrable, et deuxièmement, c'est effectivement une base de Y. Donc ça, c'est pas difficile de vérifier que c'est une base de Y. Donc très bien. Donc là, on voit bien que déjà, on a un cas, d'accord, qui est très utile et qui est très commun, d'avoir effectivement la topologie, un espace quotient qui est à base dénombrable. D'accord. Donc, quand on considère des variétés, par exemple, qui sont à base dénombrable et qui sont localement euclidiennes, dans ce cas-là, on est bon. Il n'y a pas de problème dans la topologie quotient. Donc, ça c'est bien. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui se passe pour la séparation? Donc, supposons le X est séparé. Alors, comme j'ai dit, ceci n'implique pas que le quotient Y est séparé. D'accord?
On n'a pas une telle application malheureusement. Mais on a quand même un critère, pour pouvoir passer ou bien pour pouvoir transmettre, bien transférer la séparation à travers la topologie quotient, d'accord? Mais je pense que je vais laisser ça pour la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc on se voit la vidéo prochaine.